Ok. Bon, donc on y va. Oui, donc je vais parler de l'exploration du système solaire par un des avantages principaux d'une occultation, donc c'est le passage d'un corps, ici par exemple une image de Pluton qui passe devant une étoile, et cette étoile va disparaître. Et alors que depuis le sol, ou même depuis la Terre en général, on peut au mieux avoir sur Pluton des détails de l'ordre de 500 km de résolution en imagerie. Chaque trajectoire d'étoile derrière la planète ou le corps va scanner donc ce corps, l'atmosphère de ce corps ou des anneaux avec des précisions de l'ordre du kilomètre. Donc, si on observe depuis plusieurs endroits une telle occultation, chacun va observer une corde d'occultation différente. Donc, on va reconstituer la forme, la taille et donc le pouvoir réflecteur, l'albédo de ce corps. Et si ce corps a des satellites, via les lois de Kepler, on déduit le volume du corps, donc sa densité, donc sa structure interne. Et maintenant, comme je vais l'évoquer tout à l'heure, on peut... Alors également, les occultations sont extrêmement sensibles aux atmosphères. Elles peuvent détecter des niveaux d'atmosphère de l'ordre du nanobar. Ça correspond en gros à quelques millimètres dans les conditions normales de pression, température, pression, à une traversée donc intégrée de quelques millimètres de gaz. Et ça nous a permis en particulier de monitorer, de surveiller l'atmosphère de Pluton et de Triton au cours du temps grâce à ces occultations et également de découvrir des anneaux autour de deux petits corps, un qui s'appelle Chariclo, l'autre une planète naine, Haumea, qui sont entourés de corps découverts grâce à ces anneaux. Alors là, ici, c'est une illustration d'un événement qui été observé il y a une dizaine d'années aux États-Unis par des amateurs. Donc, chaque droite est la coupe d'un amateur avec une station portable donc à travers le système de Antiope, qui est un astéroïde double. Et quelque chose de différent. Et ensuite, en continu, vous voyez donc l'échelle en bas à gauche avec des précisions, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'ordre du kilomètre, sur aussi bien la forme, la taille de ces objets. Alors, l'une des difficultés principales de ces occultations avant Gaïa, c'était la précision des prédictions. Donc ici, vous avez les tailles angulaires. Ce n'est pas les tailles réelles les uns par rapport aux autres en taille linéaire, mais en taille angulaire. Sachant par exemple que Eris, c'est quasiment aussi gros que Pluton, mais il est plus loin. Et typiquement, on avait des précisions dans l'astrométrie classique de l'ordre de 50 masses, 30 masses. Et ces objets, vous voyez, correspondent à peu près 20 masses, 30 masses sont les objets, qui correspondent à peu près à la taille d'un timbre-poste vu à 150 km. Et Gaïa, maintenant, avec une précision du masse, permet en fait d'avoir des précisions qui sont de l'ordre de l'indentation du timbre-poste. Donc, on est passé d'une époque où on avait une chance sur deux d'avoir quelque chose, c'est-à-dire de voir passer l'étoile derrière le corps, à maintenant une approche tout à fait différente. On est sûr que ça va passer derrière le corps et on commence maintenant à choisir les endroits où on veut passer. On veut par exemple voir le limbe nord du matin de Pluton ou le limbe sud, etc. Donc non seulement on a de manière certaine l'occultation, mais également on peut choisir des choses sur la topographie ou l'endroit, au point de vue géographique, où on veut couper ces objets. Alors, c'est une prédiction d'occultation par un Chariclo, un centaure Casano, c'est l'ombre de Chariclo ici en noir qui passe, avec en pointillé l'ombre projetée donc des anneaux qui balayent le sol. Et les points verts sont les stations qu'on avait déployées à l'époque et personne n'a rien observé, en fait. Ce qui fait que l'ombre est soit passée plus au nord, en Angola, soit plus au sud, au large donc, de l'Afrique du Sud. Donc, on s'est déplacé, on a fait donc finalement pas mal d'efforts pour rien voir du tout, avec une précision qui était de l'ordre de 30-40 masses de précision sur les positions donc, de l'étoile. Alors, ceci, c'est un autre exemple en 2017, où là, vous avez en vert l'ombre de Chariclo qui passe sur le Chili, et en bleu, l'ombre des anneaux qui passe sur le Chili, et en rouge, la centrale. Et vous voyez l'arc qui a été fait à Gaïa. Alors, ceci, c'est une pré-release d'R2 qui avait été fournie donc, par les gens de Gaïa, qui vous avaient dit donnez-nous la position de l'étoile, on va essayer de faire un effort sur cette étoile. Et donc, finalement,
l'erreur qui a été faite sur la prévision, vous voyez, c'est ce petit erreur ici. Donc, nous avions des stations portables ici, des stations déplaçables, donc des télescopes portables qui ont attrapé l'ombre de Chariclo, et des gros télescopes comme ici le VLT, Cerro-Tololo, la CIA, etc., donc qui ont détecté cette occultation. Alors ici, c'est une autre occultation de la même année, donc toujours avec un pré-release de DR2, une autre occultation observée en Namibie cette fois-ci. Et donc ici, vous avez 2 stations portables qui ont été déployées dans la brousse en Namibie et qui ont observé l'occultation ici, la coupe ici. Donc si on agrandit, on voit le profil de l'anneau principal de Chariclo qui est ici, avec Chariclo au centre. Et on voit des détails, des structures dynamiques dans l'anneau qui ont été récupérées grâce à ces petits télescopes portables, donc de l'ordre de 50 à 60 cm, qui ont pu détecter ceci. Donc, vous voyez que maintenant, on peut dire à quelqu'un, va à tel endroit, arrête-toi à 20 km au nord de la station-service et observe à tel endroit. Alors qu'auparavant, ça n'avait pas ça. Et le deuxième exemple, je l'ai mentionné, c'est ici une observation par Triton, donc qui est beaucoup plus gros. Donc, le Triton est l'atmosphère, c'est la limite supérieure et inférieure de l'onde de Triton sur l'Europe, ici, avec toutes les stations en jaune qui ont observé. Et donc, on voulait attraper en particulier, entre autres choses, pas que ça, mais la centralité qui est ici, où se produit ce qu'on appelle un flash central. Et idem, on a pu avoir donc autour de Neptune, donc de Triton, un champ Gaïa DR2 en hélice. Et ça a permis d'avoir, avec une précision de l'ordre de 12 km, c'est-à-dire à peu près 0,6 masse, le passage de cette centralité sur l'Europe et de nouveau d'alerter les gens des stations qui ont permis finalement d'avoir le flash central à Calerne, donc juste au-dessus de Nice. On voit le signal qui est focalisé par l'atmosphère de Triton, qui agit comme une sorte de grosse lentille qui focalise le signal vers la Terre. Et ça, c'est une station qui était plus près, à peu près à 6 km de la centralité, qui observait un flash qui était quasiment 3 fois plus fort que le flux non occulté de l'étoile. Et ce flash central est en fait lié à la forme de l'atmosphère de Triton et in fine, ça donne des informations sur le régime de vent dans l'atmosphère de Triton, donc la dynamique, si vous voulez, la dynamique de l'atmosphère de Triton, comment les vents se propagent et quelle est leur vitesse, disons leur magnitude en mètres par seconde. Voilà. Et la dernière chose, c'était un exemple de l'an dernier, donc Phaeton, qui est un géocroiseur qui est tout petit, qui fait à peu près 5 km de diamètre. Donc là, la taille est beaucoup plus petite, mais comme il est beaucoup plus près, en fait, on peut avoir la précision Gaïa DR2 qui permet d'avoir cette ombre. Donc, ici, c'est un exemple où on voit une occultation par ce petit corps de 5 km de diamètre observé au nord de Nice avec un télescope portable d'1 mètre qui était déplacé dans la zone ici de l'occultation qui a pu avoir pendant 0,2 secondes, donc 2 dixièmes de seconde, la chute de signal de l'étoile due à Phaeton. Alors, ceci montre l'évolution de toutes les occultations détectées dans le cadre de mon projet ERC, le Keystar. Depuis, donc, moi j'ai commencé vers les années 2000 ici, donc ça c'est d'autres personnes qui ont fait ça, mais j'en ai fait quelques-unes ici aussi. Et on voit donc que la croissance, ça ressemble un peu le cas de Covid-19 au mois de mars et au mois d'octobre. Et donc là, ici, vous avez le nombre de détections positives d'occultation qui a augmenté. Donc ici, vous avez l'apparition du DR1 et ici du DR2. Donc, dans le futur, ce qu'on veut faire maintenant, ici, c'est une image Cassini de satellite Japet de Saturne. Et donc, maintenant, Japet a un ridge, une crête sur son équateur qui fait à peu près 20 km, donc à peu près 2 masses. Et donc, l'un des projets qu'on a, par exemple, c'est sur Japet, mais sur d'autres corps, éventuellement, c'est de déplacer des stations mobiles à ce niveau de précision et d'avoir des occultations rasantes qui permettront d'avoir des détails topographiques. On a réussi à en avoir 2 pour l'instant sur d'autres corps, donc grâce à ces prédictions très précises. Alors, dans un futur proche, donc, comme je viens de le dire, de détection de détails topographiques, donc faire une sorte de géophysique, de géologie, si vous voulez,
forme l'état des géocroiseurs, donc Phaéton par exemple, donc ça permet d'avoir quelle est la forme, via des effets qu'on appelle effets Yarkovsky, voir comment ces géocroiseurs vont évoluer, voir la taille de ces objets, les évaluations de risque associées à ces tailles, à ces évolutions orbitales. Sur certains astéroïdes, on peut observer des occultations, plusieurs occultations par le même astéroïde, et même si l'astéroïde n'est pas observé par Gaïa, nous on peut l'observer par occultation et raccrocher le mouvement de l'astéroïde au catalogue Gaïa DR2 ou DR3 et voir s'il y a une évolution lente de son orbite qui est due à un effet thermique qu'on appelle l'effet Yarkovsky, qui permet de voir à quelle vitesse il se déplace dans l'espace des phases des éléments orbitaux. Et si on regarde des familles collisionnelles dans le système solaire, donc des familles d'astéroïdes, cette évolution est une sorte d'horloge qui permet de remonter à l'origine de la famille et savoir quand a eu lieu la collision qui a provoqué cette famille. Et évidemment, vu l'explosion de nouvelles observations qu'on peut faire et qu'on a déjà vu 2 systèmes d'anneaux autour de petits corps dans le système solaire, on va faire plus de campagnes pour découvrir des nouveaux anneaux autour de petits corps du système solaire. Et comme on a déjà des atmosphères autour de Triton et de Pluton, voir s'il n'y a pas d'autres objets au-delà de Pluton, au-delà de Neptune, pardon, qui ont des atmosphères. Donc, on a une certaine liste de bons candidats d'objets qui pourraient avoir des atmosphères. Voilà, merci. Merci à toi pour ces beaux résultats. Des questions? Le son était un petit peu haché et on s'est permis de couper la vidéo. D'accord. Finalement, en fait, vous aviez déjà les précisions qu'il fallait avec Gaïa DR2, vous n'aviez pas besoin de Gaïa DR3. Alors, Gaïa DR3 va être utile pour, en dehors des occultations, pour avoir des orbites de certains astéroïdes. Et donc, d'avoir les effets, par exemple, Yarkovsky. Mais c'est vrai que nous, on est arrivé à la limite, puisque le MASS représente à peu près une dizaine de kilomètres. Et donc, avoir le DR3 va nous permettre d'avoir des précisions ensuite qui sont de l'ordre du kilomètre, d'une fraction de kilomètre. Mais ça devient effectivement superflu, entre guillemets, à notre niveau, en tout cas, sur les occultations. Mais l'avantage du DR3, je dirais, donc en dehors de ces campagnes dont je viens de parler, c'est quand même l'observation de plusieurs dizaines de milliers de petits corps du système solaire dont les orbites vont être améliorées grâce au DR3.